Alors, pour reposer rapidement le contexte, cette année on nous a demandé de tourner une vidéo dans le cadre d'une unité d'enseignement. Dans cette vidéo, on doit expliquer un concept en lien avec les thérapies comportementales et cognitives. Moi, quand j'ai appris qu'on avait cette vidéo à tourner, je me suis pas sentie très bien parce que je savais pas sur quoi la faire et en plus je commençais à avoir des pensées du type j'ai pas les compétences pour tourner une vidéo ou la monter, donc ça va très mal se passer, je vais avoir une mauvaise note. Et en fait, en réfléchissant à ces pensées, je me suis dit que je tenais là mon sujet pour la vidéo, c'est-à-dire les distorsions cognitives. Alors, qu'est-ce que sont les distorsions ou biais cognitifs ? Eh bien, c'est une notion qui a été introduite en psychothérapie par Beck, qui est considéré comme le père de la thérapie cognitive. L'idée principale, ce serait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais plutôt les jugements qu'ils s'en font. Donc en fait, ce ne serait pas un événement en soi qui provoquerait telle ou telle émotion, mais plutôt la représentation qu'on s'en fait. Lorsque nous ne sommes plus capables de voir le monde de manière objective à cause de représentations tordues de la réalité que sont les distorsions cognitives, eh bien nous voyons le monde de manière négative et cela peut entraîner des émotions elles-mêmes négatives comme par exemple de l'anxiété, de la colère ou encore de la tristesse. En fait, les biais cognitifs agiraient comme des filtres sur la perception et l'interprétation de la réalité. Alors il faut savoir qu'on a tous des biais cognitifs à un certain degré. Quand il y en a peu, ça peut être tout à fait fonctionnel. Par contre, quand il y en a trop, ça peut entraîner ou aggraver des psychopathologies et c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces biais cognitifs. Selon Beck, toujours, il y aurait 3 grands domaines dans lesquels interviendraient les biais cognitifs. Donc il y aurait des cognitions sur soi, avec des pensées comme par exemple « je ne vaux rien », des cognitions sur l'environnement, avec des pensées comme « ce monde est pourri », et enfin des cognitions sur l'avenir, avec des pensées comme « rien ne s'améliorera jamais ». Donc pour vous aider à mieux comprendre ce que sont les distorsions cognitives, et parce que ce sont toujours les cordonniers qui sont les moins bien chaussés, eh bien je suis partie à la chasse aux distorsions cognitives chez mes camarades de classe. Ok Adeline, qu'est-ce que tu as pensé quand Monsieur Russinet nous a demandé de tourner une vidéo dans le cadre de notre UE? De toute façon, ce qu'il veut, c'est se moquer de nous. Ça lui fait plaisir de nous mettre en difficulté et il nous prend pour des idiots. Ici, Adeline fait de l'inférence arbitraire, c'est-à-dire qu'elle tire des conclusions sans preuve. Et plus particulièrement, je pense qu'elle fait de la divination de pensée, c'est-à-dire qu'elle croit savoir ce que pense notre professeur et pourquoi il se comporte de cette façon. Mais t'inquiète Adeline, je suis sûre qu'il nous prend pas pour des idiots. Ok Lucille, t'as pensé quoi quand Monsieur Russinet nous a demandé de tourner une vidéo dans le cadre de notre UE? En fait, je pense que c'est ma faute. Parce que l'autre fois, quand je montais les escaliers avec Adeline, je disais que le pire qui pouvait nous arriver, c'était de rendre une vidéo pour une note, tu vois. Et je crois que Monsieur Russinet était juste derrière et que c'est ma faute. Ok. Ici, Lucille fait de la personnalisation. Elle se sent à 100% responsable du choix du sujet d'examen par notre professeur, alors qu'en fait elle n'a rien du tout à voir avec celui-ci. D'ailleurs, l'examen existait déjà l'année dernière sous ce format. Ok Victor, qu'est-ce que tu as pensé quand Monsieur Russinet nous a demandé de tourner une vidéo dans le cadre de notre UE? Je me suis dit ça va, il nous a donné plein de conseils pour réussir, mais bon ça rentre pour début décembre, PSTO, donc cette vidéo ça va forcément être un désastre. Ici, Victor fait une abstraction sélective, c'est-à-dire qu'il concentre son attention sur les seuls aspects négatifs d'une situation, tout en oubliant les nombreux aspects positifs qu'il y a. Ok Théo, t'as pensé quoi quand Monsieur Russinet nous a demandé de tourner une vidéo dans le cadre de notre UE? Je me suis dit que l'an dernier j'avais déjà fait une vidéo et c'était pas top. Du coup j'avais pas eu un bon résultat et là je me dis que ça va foirer. De toute façon ça foire tout le temps. Waouh! Merci Théo, on a ici un super exemple de surgénéralisation. En fait, c'est une règle générale qui est édictée à partir d'un fait spécifique. Donc ici, Théo a déjà fait une vidéo, a échoué, et du coup pense qu'il échouera pour toutes les autres vidéos. Ok Timothée, t'as pensé quoi quand Monsieur Russinet nous a demandé de tourner une vidéo dans le cadre de notre UE? Franchement, on est super sympa avec ce prof, il nous aime bien et je pense que la moindre des choses, ça aurait été qu'il nous donne un examen convenable. Il y en a qui osent, hein. Ici, on a un exemple de fausse obligation. Les fausses obligations, c'est des exigences arbitraires et parfois irréalistes que l'on applique à soi ou aux autres. Ici, par exemple, Timothée estime qu'on est cool avec ce prof et que du coup, la moindre des choses, c'est qu'il nous donne un sujet d'examen convenable. Ok Yanis, t'as pensé quoi quand Monsieur Russinet nous a demandé de tourner une vidéo dans le cadre de notre UE? Alors je suis super content de le faire ce travail. Par contre, si je me rends compte que je peux pas faire une vidéo parfaite, et ben je vais être nul et mon année elle sera foutue. Et je vais finir sous les ponts. Ici Yanis fait un raisonnement dichotomique.
c'est-à-dire qu'il valorise les événements de manière extrême sans aucune nuance. Avec ce type de biais cognitif, on voit les choses en tout ou rien, en noir ou blanc, en excellent ou en catastrophique, et justement, s'il ne réussit pas parfaitement sa vidéo, eh bien il finira sous les ponts. Elodie, t'as pensé quoi quand Monsieur Rusnek nous a demandé de tourner une vidéo dans le cadre de notre UE? J'étais un peu inquiète et du coup j'en ai parlé à mes amis et ils ont dit que j'avais plein de qualités, que je disais j'avais de l'imagination. Mais je suis sûre ils ont dit ça pour me rassurer. En vrai ils pensent pas ça. Ici, Elodie nous fait une superbe disqualification du positif. C'est-à-dire qu'elle rejette les indices et expériences positives en les considérant comme infondés, factices ou sans importance. Ok Jade, t'as pensé quoi quand Monsieur Rusnek nous a demandé de tourner une vidéo dans le cadre de notre UE? Pas grand chose, de toute façon je suis naze donc ça va pas changer grand chose, mais la vidéo elle va être nulle quoi. Ici Jade fait de l'étiquetage, c'est-à-dire qu'elle utilise une étiquette péjorative pour se décrire elle-même plutôt que de décrire objectivement les faits. Ici par exemple elle pense qu'elle est une grosse naze alors qu'elle aurait pu penser que cet exercice est trop compliqué. Ok, Héloïse, t'as pensé quoi quand Monsieur Rusnek nous a demandé de tourner une vidéo dans le cadre de notre UE? Ça m'a trop stressée. En plus, en général, quand je suis stressée, j'arrive pas à faire les choses. Ok, Héloïse fait ici du raisonnement émotionnel, c'est-à-dire qu'elle considère ses sentiments comme des preuves. Là par exemple, elle se sent stressée, donc elle n'y arrivera pas. Alors Marlène, t'as pensé quoi quand Monsieur Rusnek nous a demandé de tourner une vidéo dans le cadre de notre UE? J'étais complètement désemparée. Faire une vidéo, c'est un gros boulot, franchement. Et moi, j'avais déjà fait une vidéo, c'était en 6e. Et bon, j'avais eu 16, ça va, c'est une bonne note. Mais en vrai, c'était de la merde. Puis c'était en art plastique en 6e. Vraiment, non, je me sens pas de faire un truc comme ça, moi. Alors ici Marlène nous donne un excellent exemple de maximisation du négatif et de minimisation du positif. C'est-à-dire qu'elle maximise le fait que la vidéo demandera beaucoup de travail et elle minimise ses réussites antérieures dans le cadre de ses projets d'art plastique par exemple. Alors voilà, grâce aux différents exemples qu'ont donnés mes camarades, on peut voir qu'une même situation peut être interprétée de multiples manières selon les biais cognitifs et que ceux-ci peuvent induire de nombreuses émotions négatives. C'est pour cela qu'on va utiliser la restructuration cognitive dans le cas d'une thérapie cognitive pour réintroduire de la souplesse chez les individus en remettant en question ces biais cognitifs. Donc pour conclure et à ne pas oublier, il est vrai qu'on ne peut pas agir sur ce qui nous arrive, mais par contre on peut toujours travailler sur nos pensées et nos croyances.